Merci beaucoup Jean-Christophe pour l'invitation sous la vigilance du professeur Didier Raoult. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis microbiologiste et donc je vais vous parler du microbiote et de l'infection par le virus du VIH. Donc pourquoi les microbiologistes, comme vous pouvez le voir, s'intéressent de plus en plus à l'évolution du microbiote au décours de cette infection? Eh bien, il y a deux raisons majoritaires. Tout d'abord, la première, c'est le tropisme du virus. Très rapidement, lors de l'imprimo-infection, le virus va se multiplier au sein de ce qu'on appelle le GALT, c'est-à-dire le tissu lymphoïde associé au tube digestif, qui comprend entre autres les plaques de Peyer, l'amine apoprière ou encore les ganglions mésotériques. Donc il va se multiplier, entraînant très rapidement une déplétion des lymphocytes TCD4. Et au bout de quelques temps, à force de se multiplier, il va fragiliser l'intégrité de la barrière intestinale et il va apparaître ce qu'on appelle la translocation microbienne, c'est-à-dire une espèce de fuite de bactéries au sein de la circulation sanguine. Donc cette translocation microbienne, elle a été mise en évidence il y a à peu près une dizaine d'années, et elle est d'autant plus importante chez les individus qui ont très peu de taux de CD4, qui sont virémiques et qui sont non traités. Et ce qui est intéressant, c'est que cette translocation, elle a été corrélée à une époque à... Pardon, je n'arrive pas à faire marcher le... C'est pas grave, elle a été corrélée à ce qu'on appelle le LPS. Le LPS est un constituant de la paroi des bactéries à gram négatif. Donc vraisemblablement, il y a des bactéries à gram négatif, donc on pense tout de suite aux entérobactéries, à Escherichia coli, qui vont transiter du tube digestif vers la circulation sanguine et qui vont provoquer une activation immunitaire des lymphocytes TCD4 et TCD8. Et donc cette translocation elle est délétère puisqu'elle participe donc à cette déplétion des lymphocytes TCD4 et TCD4 et à leur activation. Elle va également ralentir la reconstitution immunitaire après traitement et elle participe très largement aux comorbidités observées au décours de l'infection. Donc, qu'est-ce qu'on sait actuellement sur la dysbiose associée à l'infection par le virus du VIH? Donc, vous avez entendu parler de diversité tout à l'heure. Donc, la diversité microbienne de la flore, c'est en gros le nombre d'espèces bactériennes et leur distribution. Plus il y a d'espèces, mieux elles sont réparties et plus la diversité est grande. Et bien, chez le sujet infecté par le virus, la plupart du temps est rapportée une diminution drastique de cette diversité. Comme vous pouvez le voir également sur le schéma de droite, il y a même des travaux qui ont réussi à corréler le taux de CD4 avec cette diversité microbienne. Au niveau de la composition, on en reparlera, il y a une grande hétérogénéité dans les résultats. Il y a quelque chose quand même qui sort de façon assez systématique, c'est une augmentation du ratio des Prevotella sur les bactéroïdes. Donc ces deux genres bactériens sont des genres strictement anaérobies, mais donc au décours de l'infection, les Prevotella sont augmentés et les bactéroïdes sont diminués. Par ailleurs, beaucoup de travaux, puisqu'on en a parlé un peu de cette famille tout au cours de la soirée, beaucoup de travaux ont montré une augmentation des protéobactéries, donc avec Escherichia coli en chef de file. Il a par ailleurs été montré que le traitement antirétroviral ne permet pas de restaurer le microbiote digestif à son état naïf. Certains travaux évoquent un microbiote intermédiaire. Et donc, toutes ces différences de composition, certaines d'entre elles en tout cas, surtout pour les protéobactéries, ont été corrélées avec des marqueurs d'inflammation, d'activation immunitaire. Le problème, c'est qu'il y a énormément de discordances selon les études. Déjà en termes de patients inclus, il y a des études qui s'intéressent uniquement aux patients traités, d'autres uniquement aux patients non traités. Les prélèvements sont également très différents. Certains travaillent sur des prélèvements de sel, mais d'autres font carrément des biopsies rectales, biopsies coliques. Les stratégies de métagénomique, puisque tous ces travaux sont des travaux moléculaires de métagénomique. Et donc, comme vous pouvez le voir, même s'il y a des tendances, il y a des résultats qui sont très discordants selon les études. Donc on a souhaité se faire notre propre idée en incluant 32 patients infectés, 18 d'entre eux étaient traités. On a inclus 27 contrôles par l'approche boule de neige, c'est-à-dire les collègues de laboratoire, la famille et les amis. Et donc, on a pratiqué du séquençage au débit sur ces prélèvements. Et en parallèle de cela, on a réussi pour 28 individus à avoir un sérum concomitant avec le prélèvement. Et on a dosé certains marqueurs sériques d'activation immunitaire, d'inflammation et de cytokine. Donc on s'est jeté sur la diversité, parce qu'il y avait quand même des travaux contradictoires à l'époque. Il y en a qui disaient qu'elle a été augmentée, d'autres diminuée. Nous, on a très clairement une diminution de la biodiversité bactérienne au sein de leur microbiote digestif, indépendamment du traitement antirétroviral. Ensuite, on est allé regarder les grandes familles de bactéries.
et on s'est rendu compte qu'il y avait deux familles qui étaient particulièrement touchées chez les individus infectés. Les gamma-protéobactéries et donc les protéobactéries étaient très augmentées chez les individus infectés, alors que les Clostridia, qui est une classe de bactéries, étaient effondrées. Et donc par la suite, j'ai piqué la base de données du docteur Mathieu Millon pour savoir si toutes ces bactéries augmentées et diminuées supportaient ou non l'oxygène. Et donc, on a vu que les espèces donc, à gauche, qui sont très enrichies chez le patient HIV, sont toutes quasiment tolérantes à l'oxygène, avec une très grande représentation des protéobactéries, mais également des entérocoques. A l'inverse, chez les contrôles, la grande majorité des bactéries qui se trouvaient être augmentées étaient des bactéries strictement intolérantes à l'oxygène, donc des anaérobies strictes. Et donc, malheureusement, on a manqué de puissance pour cette analyse, mais quand même, sur les marqueurs sériques, ce qui est intéressant, c'est que toutes les bactéries qui sont associées positivement avec l'élévation de ces marqueurs, donc c'est-à-dire lorsqu'elles sont présentes, le taux de ces marqueurs augmente, ce sont toutes des bactéries aérobies, qui tolèrent l'oxygène. Et à l'inverse, toutes les bactéries qui sont négativement associées à ces marqueurs, c'est-à-dire quand elles sont présentes, les marqueurs diminuent, sont toutes les bactéries anaérobies strictes. Et donc, effectivement, cela témoigne d'une probable, voire très certaine, modification de la balance aéro-anaérobie en faveur des bactéries qui tolèrent l'oxygène. Et donc, comme cela a été discuté, en microbiologie clinique, on arrive à faire pousser des bactéries intolérantes à l'oxygène en présence d'oxygène en utilisant des antioxydants. Et donc ce travail a également posé la question d'une supplémentation en antioxydants chez les individus infectés. J'en reparlerai un peu tout à l'heure. Voilà, donc quels sont les mécanismes? Pourquoi est-ce que cette modification du microbiote pourrait impacter l'évolution de la maladie? Eh bien, il y a tout d'abord une balance très importante entre les lymphocytes TH17 et les lymphocytes T régulateurs, et il se trouve que nombre des bactéries du tube digestif sont là pour éduquer, stimuler la différenciation de ces lymphocytes en TH17 ou en T régulateurs. Et il se trouve que les Clostridia que nous avons trouvés très abaissés, ou encore certains bactéroïdes, comme Bacteroides fragilis, qui est également trouvé abaissé dans certaines études, jouent un rôle central dans l'éducation de ces lymphocytes. Donc la perturbation du microbiote digestif perturberait donc cette balance immunitaire entre les lymphocytes TH17 et T régulateurs et pourrait donc induire un état inflammatoire chronique chez le patient. Donc en parlant d'activation immunitaire, il a été montré dans des modèles in vitro que plusieurs Prévotéla, donc les Prévotéla qu'on retrouve très augmentés chez l'individu HIV, stimulent l'activation immunitaire des cellules dendritiques au sein de la muqueuse intestinale. Enfin, l'augmentation des protéobactéries, le LPS en lui-même, donc qui est le constituant de la membrane des Gram négatifs, lui-même est délétère pour l'organisme, notamment lorsqu'il passe dans la circulation sanguine. Et il y a des travaux qui ont montré que dans les lymphocytes, le virus HIV se multiplie plus vite lorsqu'il est exposé à Escherichia coli. Donc, comme vous le voyez, on tient un modèle de plus en plus robuste et donc on avance. Eh bien, il n'en est rien en réalité, puisque l'année dernière, un pavé dans la mare a été lancé par une équipe barcelonaise qui a donc intégré énormément d'individus dans une très grande cohorte. Et ce qui est très intéressant, comme on peut le voir sur la figure de gauche, c'est ce qui fait clusteriser ensemble les microbiotes digestifs de tous ces individus. C'est pas du tout leur statut séropositif ou non, c'est leur préférence sexuelle. Il a été montré dans ce travail qu'en réalité, les patients HSH clusterisent ensemble et les hétérosexuels clusterisent ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est que chez les individus qui ne sont pas infectés, le taux de bactéroïdes est effondré chez les HSH, alors que le taux de Prévotéla est très augmenté, toujours pareil, chez les HSH. Mais comment a-t-on pu passer à côté de ça depuis 5 ans? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans aucune de toutes les grandes études qui ont été conduites sur le microbiote digestif et le HIV, aucune n'a intégré le contrôle de la préférence sexuelle au sein des contrôles. Donc c'est une belle leçon sur l'intégration des contrôles négatifs. Et donc en réalité, depuis 5 ans, ce qu'on étudie, ce n'est pas le microbiote digestif des patients HIV, c'est plutôt le microbiote digestif des patients HSH. Donc nous, du coup, on a quand même voulu regarder, on a eu peur
publié des bêtises parce qu'on n'avait pas contrôlé non plus, on ne savait pas. Donc on avait stratifié par mode de contamination nos données. Fort heureusement, on a toujours retrouvé cette perte du gradient anaéro-aérobie, quel que soit le mode de contamination, et on a mis en évidence effectivement, nous aussi, qu'on trouvait beaucoup plus de Prevotella chez les HSH et beaucoup plus de Bacteroides chez les hétérospares pour les autres modes de contamination. Voilà, et donc, il y a un autre travail qui fait suite et qui a montré que chez les individus qui n'étaient pas infectés et qui avaient des rapports anaux non protégés, eh bien, on avait effectivement l'augmentation de la famille des Prevotellacées, une diminution des Bacteroidesacées chez ces patients, conjuguée à une activation des cellules immunitaires TCD8. Et donc, tout cela suggère, est-ce qu'il n'y aurait pas un microbiote prédisposant? Et donc, la semaine dernière, il y a un papier très important qui a été publié dans le Lancet Infectious Disease, un travail qui a duré 15 ans, et donc qui a montré qu'il y a 7 espèces bactériennes du microbiote vaginal, cette fois, qui sont associées significativement à l'acquisition du virus HIV. Donc cette histoire de microbiote prédisposant est en train de faire son chemin progressivement. Voilà, et donc quelles sont les possibilités thérapeutiques? Il y a plusieurs choses qui ont été faites. Il y a des travaux qui ont montré que plus on a de lactobacillus dans le tube digestif, plus on a de CD4, moins on a de CD8, et plus la charge virale diminue. Donc il y a eu beaucoup de travaux sur les probiotiques, et en réalité, ces travaux sont assez décevants. Il y a eu 13 publications au total, et il y en a 7 qui démontrent une amélioration du taux de CD4. Tout à l'heure, je vous parlais de la possibilité d'intégrer des antioxydants comme thérapeutiques adjuvantes, basés sur le fait qu'on ait démontré une perturbation du ratio aéro-anaérobie. Eh bien, en réalité, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus dans les années 90. Déjà, il a été montré que le taux d'acide ascorbique, donc de vitamine C, était beaucoup plus faible chez les individus infectés. Par ailleurs, une supplémentation en vitamine C, et ça c'est assez étonnant, réduisait de façon significative dans le temps le passage au stade SIDA. Il y a même des travaux qui ont montré qu'on avait une réduction de la charge virale qui était cependant pas significative chez les individus supplémentés en vitamine C et en vitamine E, donc ça demeure une piste. Puisqu'on est dans la greffe fécale, il y a eu un essai très récemment là-dessus, et donc tout ce qu'il faut regarder en réalité c'est la figure de gauche. En gros, plus la courbe descend, plus ça veut dire que le microbiote du receveur se rapproche du microbiote du donneur. En bleu, vous avez un individu greffé pour une colite à Clostridium difficile, vous voyez que la courbe descend considérablement, et en haut, vous avez un individu HIV greffé, et comme vous le voyez, la greffe chez l'individu HIV ne prend absolument pas, probablement parce qu'il y a un réservoir qui va contribuer à maintenir le microbiote digestif dans un état de dysbiose. Donc pour le moment, ce n'est pas une perspective. Voilà, donc en conclusion, il y a bien une dysbiose chez les sujets infectés qui est associée avec la progression de la maladie et qui n'est pas rétablie par le traitement antirétroviral. Mais en ce moment, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un microbiote prédisposant? Voilà, j'en profite pour remercier, préciser qu'un projet ANRS est actuellement en cours pour affiner tous ces résultats. Et d'ailleurs, nous avons inclus 91 patients. Et cette fois, nous tiendrons compte de la préférence sexuelle. J'en profite pour remercier le professeur Didier Raoult ainsi que tous mes collaborateurs pour ce travail. Je vous remercie pour votre attention.